le PSG a gagné, mais le Qatar aussi. Le Qatar a investi massivement dans le PSG. Le budget annuel du club parisien est estimé à 900 millions d'euros. Et ce n'est pas seulement l'amour du ballon rond. Le sport, c'est stratégique, géostratégique. On va en parler avec vous, Pascal Boniface. Mais je vous propose de regarder ensemble ces images qui nous arrivent en direct. Les joueurs du PSG qui ont donc remporté cette Ligue des Champions pour la première fois. Eh bien, ils arrivent à l'Elysée et ils vont, vous voyez ici leur maillot, semble-t-il, et ils vont être reçus par Emmanuel Macron qui les a célébrés. Donc voilà, Pascal Boniface, vous êtes directeur fondateur de l'Institut Iris, auteur de nombreux ouvrages, Comprendre le monde chez Armand Collin, Géopolitique du sport. Vous êtes aussi un amoureux du ballon rond, vous avez suivi cette finale? Oui, bien sûr, oui. Alors on peut être amoureux du ballon rond, mais aussi avoir un peu de distance en se rappelant que effectivement les propriétaires de ce club prestigieux, eh bien, ce sont des Qataris, un paradis qatari, donc, pour paraphraser le journal L'Équipe. Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça gêne ou pas? Est-ce qu'on l'oublie? Non, on ne s'oublie pas. Le Qatar a investi sur le sport pour exister sur la carte du monde. Donc, avant qu'ils achètent le PSG, seuls les spécialistes de géopolitique ou du gaz et du pétrole connaissaient le Qatar. Et coup sur coup, à un an de distance, 2010-2011, ils ont racheté le Paris Saint-Germain et obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Et donc, ils ont été vraiment situés sur la carte. Auparavant, tout le monde se demandait où est le Qatar. Donc, c'est vraiment une vitrine pour eux. Oui, bien sûr, c'est une vitrine. C'est ce qu'on appelle le nation branding. C'est-à-dire qu'on brandit, on prend le sport comme moyen d'exister, d'être connu, parce que le sport, c'est universel. Il n'est pas besoin d'être spécialiste pour suivre un match de football. Il n'est pas besoin de suivre les cours de bourse. Il n'est pas besoin vraiment d'être spécialiste. Et donc, c'est vraiment très fédérateur. Et effectivement, le Qatar, qui en plus vit à l'abri de deux géants, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont géants par rapport au Qatar, visait sur le sport par crainte d'être absorbé, un peu comme en d'autres temps, l'Uruguay, coincé entre l'Argentine et le Brésil, avait aussi misé sur le sport pour organiser la première Coupe du Monde de football en 1930. Voilà, une façon d'exister. C'est vrai que vous rappelez que c'est petit, c'est, je crois, aussi grand que la Corse, qui est une île, française, mais effectivement, il y a 300 000 nationaux, il y a un peu plus de 2 millions maintenant d'habitants parce que le pays a grandi. C'est un pays qui est riche de son pétrole et de son gaz. Ils ont parmi les plus importantes réserves de gaz au monde, le pétrole. Et donc, ils ont effectivement préparé l'après-pétrole et l'après-gaz depuis assez longtemps. Et donc, ils ont un peu inventé, enfin pas inventé, mais ils ont repris un modèle de diplomatie sportive, exister par le sport, être connu de façon positive par le sport. Alors, de temps en temps, il y a des critiques, alors contre le PSG, évidemment, mais aussi, on s'en souvient, lors de la Coupe du Monde de football qui avait été attribuée au Qatar, il y avait des critiques sur les droits humains, sur aussi les travailleurs qui avaient construit les stades. Alors, de temps en temps, effectivement, ces critiques ressurgissent, et finalement, la Coupe du Monde, elle a eu lieu. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié tout ce qui s'était passé? Alors, en fait, les Amnesty International, Human Rights Watch, ces ONG de défense des droits humains se sont servis de la Coupe du Monde pour faire pression sur le Qatar, pour obtenir une amélioration du sort des travailleurs migrants. Ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, mais ils s'en sont servis comme d'un levier. Amnesty International n'a pas demandé d'annuler la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont dit non, qu'elle a lieu au Qatar, mais il faut mettre l'accent là-dessus. Et en fait, les Qataris se sont aperçus que obtenir la Coupe du Monde, c'était bien, mais que le coup de projecteur était aussi un coup de projecteur sur des aspects moins alléchants du pays. Et donc, ils ont dû faire des efforts pour effectivement sortir du système de la kafala où on était interdit de sortir du pays et créer aussi un SMIC et augmenter un peu la situation des travailleurs immigrés. Alors, Pascal Boniface, je vous interromps parce que là, vous voyez effectivement, alors typiquement, cette image, elle va faire le tour du monde. Et là, qui tient cette coupe aux grandes oreilles? Alors, c'est une fausse, hein, mais quand même. Cette image, c'est tout bénéfice pour le Qatar. Par le capitaine brésilien de l'équipe, Marquinhos, et le président Nasser El Khelaifi, qui préside le Paris Saint-Germain depuis le rachat par le Qatar. Donc voilà, là, on a vraiment un exemple très précis du soft power. Et ça, cette image, elle permet au Qatar d'exister. Elle permet aussi peut-être de faire oublier alors là, la photo de famille, effectivement, qui va être reprise, on l'imagine bien. Pourtant, le président du PSG, il a eu des soucis avec la justice. Il a eu des soucis, il a été soupçonné d'abus de pouvoir dans une affaire liée à Arnaud Lagardère. Et là, on a vu tout de suite le Qatar réagir, dire attention, si vous cherchez des ennuis à notre ressortissant, eh bien, nous, on ne va plus vous soutenir. Non, le Qatar fait une action de long terme sur le Paris Saint-Germain, parce que c'est sa vitrine. Et donc, la question, c'était de savoir, est-ce qu'ils vont arrêter après la Coupe du Monde? Non, c'est un pari de long terme. Surtout que d'autres pays veulent aussi miser sur le sport, et donc le Qatar va continuer. Et les procédures judiciaires, elles sont en cours, là on verra ce qu'elles deviendront. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi que c'est quand même, on le disait, du soft power, mais aussi un moyen de pression?
un moyen de pression sur les politiques en France, par exemple ou Non, pas? écoutez, les moyens de pression du Qatar, c'est plutôt les accords commerciaux qu'ils ont. C'est l'achat d'Airbus, c'est les investissements que les Qataris font en France. Le Paris Saint-Germain, ça sert plutôt à avoir une image positive. Si demain le Qatar se retire du Paris Saint-Germain, ça va pas changer vraiment. C'est pas un moyen de pression. Plutôt un moyen d'être populaire. Alors après, c'est vrai que comme c'est le club de la capitale, il n'est pas toujours populaire dans les autres villes, Ah oui, notamment ça, à c'est vrai Marseille. qu'on l'a vu à Notamment à Marseille. Marseille, il y a une rivalité entre Marseille et le Paris Saint-Germain qui est de longue date. Et d'ailleurs, il y a toujours cette rumeur qui voudrait que l'Arabie Saoudite achète le club de Marseille pour rivaliser par club interposé. Pour l'instant, le propriétaire américain de Marseille ne veut pas vendre. Et donc, effectivement, la plupart des clubs français maintenant sont aux mains de capitaux étrangers. Le Paris Saint-Germain, mais aussi Marseille et de nombreux autres. Les clubs familiaux comme Montpellier et Reims sont descendus et il y a vraiment effectivement des investissements très forts de capitaux étrangers sur les clubs français. Oui, c'est compliqué. Parfois, on parle de clubs de milliardaires en parlant du PSG notamment. Alors, nous sommes aussi en direct avec Georges Malbruno, grand reporter. Vous avez coécrit avec Christian Chesneau, Qatar, les secrets du coffre-fort. Alors, c'est vrai qu'on discutait de ce soft power. Est-ce que pour vous, le Qatar utilise aussi le PSG évidemment pour se faire connaître. On l'a dit, c'est une vitrine mondiale, mais aussi pour faire pression, des pressions politiques ou autres. Disons que l'investissement qatarien au PSG fait partie de ces investissements que je dirais stratégiques qui consistent à acheter de l'influence. Quand on investit évidemment au PSG, eh bien à un moment ou un autre, le Qatar peut être enclin à utiliser cet investissement pour dire écoutez, si vous ne souhaitez pas qu'on continue, comme on l'a vu lorsqu'il y a eu une polémique sur le Parc des Princes, eh bien, pour dire nous, on va retirer nos billes. Donc, ça fait partie effectivement des investissements qatariens à l'étranger qui pèsent lorsque il peut y avoir comment dirais-je, une polémique, une contestation, comme on l'a vu il y a quelques années sur le Qatargate avec l'entrisme qatarien ou les soupçons de corruption sur le Qatar à propos du Parlement européen. Mais c'est surtout un instrument soft power, comme ça a été dit, pour effectivement se faire connaître. C'est une formidable vitrine. Et puis, c'est aussi quand même, ça a été aussi une façon pour le Qatar de mobiliser sa jeunesse, de se crédibiliser. Il faut se souvenir que le Qatar a acheté le PSG en 2010, il y a 15 ans. C'était 4 ans après l'organisation des Jeux asiatiques. C'était aussi dans la perspective d'obtenir une Coupe du Monde. Donc tout ça faisait partie d'une stratégie sportive qui avait été clairement définie à la fois par l'émir père, enfin l'émir à l'époque, qui est le père de l'actuel émir, stratégie sportive qui visait justement à installer le Qatar comme un acteur incontournable sur la scène sportive mondiale. Et donc ça a été fait. Et donc le PSG, oui, fait partie de cette stratégie-là qui a marché et qui a fait des émules, puisqu'on a vu que, eh bien, l'Arabie Saoudite s'est lancée après. Oui, avec Newcastle United, Abu Dhabi s'est offert Manchester City. Il y a une sorte de course effrénée, en fait, pour avoir la plus belle vitrine. Oui, effectivement. Pascal Boniface. Ce sont des investissements qui ne coûtent pas très cher, en fait. C'est des centaines de millions, mais par rapport au financement que ces pays ont, c'est pas grand-chose. En fait, dans un milieu qui est très compétitif, c'est moins cher que d'acheter des Rafales ou d'autres instruments. Donc, il y a une sorte de compétition entre les pays du Golfe, ces trois-là, les trois que vous avez cités. Les Qataris ont commencé, les Émiratis ont suivi. Maintenant, les Saoudiens arrivent avec des moyens très importants parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, mais ils ont aussi beaucoup plus une population plus importante dont il faut s'occuper. Mais effectivement, pour ces trois pays, c'est une fois encore que l'on parle d'eux en termes positifs et qu'ils se fassent connaître et qu'on voit un peu. Et puis aussi, et Georges Malbruno vient d'en parler, il y a aussi un aspect de société. C'est-à-dire que c'est des pays qui sont empreints à des problèmes de santé, d'obésité, par une fortune acquise très rapidement. Donc il y a aussi un enjeu de santé publique sur le fait de miser sur le sport. Mais est-ce que ça peut être aussi de la propagande, ça peut devenir de la propagande, Georges Malbruno? Est-ce qu'on peut se poser cette question?
La propagande, ça dépend ce qu'est la propagande. Je lis sur les réseaux sociaux, effectivement, on a tendance à imputer au Qatar tous les problèmes de la terre. Hein. Le Qatar achète les islamistes, le Qatar finance le terrorisme. Il y a une partie qui n'est pas tout à fait fausse dans tout cela, mais ça n'est pas je dirais ça n'est pas le sujet aujourd'hui, alors que le Qatar justement est en train de jouer un rôle important dans les négociations entre Israël et le Hamas pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages israéliens. Vous savez, le Qatar, c'est le pays. C'est le pays qu'on adore détester parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est 70% une belle success story, incarnée encore par cette victoire du PSG, mais c'est aussi 20-30% de zone grise. Alors, si on choisit de mettre le focus sur la zone grise, on dit que le Qatar, le PSG, etc. Mais je crois que là, c'est pas tout à fait le sujet. Je voudrais dire aussi que c'est pour ces pays-là c'est moins vrai au Qatar, qui a une toute petite population, mais c'est vrai en Arabie Saoudite, qui a 26 millions d'habitants, dont 60% en moins de 30 ans. C'est une façon d'instiller du nationalisme à des pays qui étaient souvent basés sur le fait tribal. Et la tribu, vous le savez, n'a pas de frontières. Et donc, le nationalisme, c'est une notion qui lui était étrangère. Donc, à travers ça, c'est effectivement déployer un drapeau et donner un sens nationaliste à des populations qui n'en avaient pas pendant longtemps. Voilà, effectivement, Pascal Boniface est totalement d'accord avec vous. Avant de vous joindre, effectivement, c'est ce que vous nous expliquez. Pourquoi certains pays semblent avoir plus de mal à faire ce soft power? Je pense à la Chine avec les événements sportifs. On sent bien que là, les pays du Golfe, ils y arrivent. Oui, alors disons que la Chine a réussi notamment à avoir les Jeux Olympiques d'hiver et d'été. Alors ils ont bousillé sur le sport, mais en fait, Xi Jinping s'est rendu compte que l'équipe nationale chinoise n'était pas très bonne. Et donc il a renoncé à vouloir candidater pour la Coupe du Monde de peur de voir l'équipe nationale être éliminée au premier tour. Et il y a un problème. Alors il y a des détections de sportifs. Les Chinois réussissent bien aux Jeux Olympiques. Mais pour le football, c'est un peu plus long comme construction pour construire une équipe nationale, et donc c'est plus difficile, effectivement. Georges Malbruno, une réaction, effectivement. Est-ce que vraiment ce sont les pays du Golfe qui vont toujours être en amont là-dessus, sur cette question-là? Non, pas forcément, mais c'est vrai que les pays du Golfe, il ne faut pas se le cacher, ont des capacités financières qui les rendent extrêmement attractifs aux yeux des instances internationales, et que, c'est vrai qu'ils ont une capacité à influencer les décisions qui sont très très fortes. Est-ce qu'il y a corruption ou pas? On peut le supposer, mais on n'en est pas certain. Et donc, c'est vrai, ils ont envie de jouer dans la cour des grands, comme ils le font actuellement en diplomatie. Vous avez vu Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, qui a reçu Donald Trump, qui joue un rôle entre l'Ukraine et la Russie, qui joue un rôle, le Qatar entre Israël, voilà, et le Hamas. Donc ce sont des pays et le Qatar de ce point de vue-là a été, je dirais, pionnier, qui malgré leur étroitesse, malgré une population qui est lilliputienne, qui ne se refuse rien. Et comme ils ont à la fois beaucoup d'argent et une diplomatie du carnet de chèques qui fonctionne, ça marche. Mais comme me le disait un jour d'ailleurs un ancien ambassadeur du Qatar à Paris, la corruption ou la diplomatie du carnet de chèques, c'est comme le tango, il faut être deux, il y en a un qui prend et l'autre qui reçoit. Pascal Boniface, je vais vous laisser le mot de la fin. Effectivement, il faut être deux pour un tango. Voilà, il ne faut pas non plus se laisser déborder par les milliards des pays du Golfe. Oui, mais enfin, disons que c'est vrai que les instances sportives, elles veulent être sûres que ça marche bien. Donc, en fait, il faut distinguer. Le Qatar n'a pas une équipe nationale très compétitive en football. Les Saoudiens, c'est un peu mieux. Il faut avoir un bassin de population plus important. Et en fait, ce que veulent, effectivement, on voit bien que la FIFA, quand l'Arabie Saoudite se porte candidat, ils sont sûrs que tout sera fait, que tout sera payé, qu'il n'y aura pas de problème. Et donc, ça compte effectivement pour ces instances sportives. Voilà, Georges Malbruno acquiesce. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand angle. Effectivement, ce jour historique pour le PSG qui a donc décroché sa première coupe aux grandes oreilles. On les a vus là en ce moment, ils sont avec Emmanuel Macron. Merci à vous deux.